Bonsoir à tous. Donc, les étudiants de l'école des Beaux-Arts de Beaune-Côté-Sud participent pendant 2 jours à un atelier d'écriture qui est animé par l'écrivain Laurence Nobécourt. C'est dans ce cadre que l'école des Beaux-Arts, donc dirigée par Samuel Mathieu, et la bibliothèque Gaspard Monge ont le plaisir d'accueillir ce soir l'écrivain Laurence Nobécourt. Écrivain, auteur de 14 romans et récits dont La Démangeaison, L'équarrissage, En nous la vie des morts, L'usure des jours, Grâce leur soit rendue, Patagonie intérieure, La clôture des merveilles, Lorette, Le poème perdu, La vie spirituelle et Vivant jardin. Elle nous en lira des extraits ce soir. Vous pourrez retrouver ces livres dans les collections de la bibliothèque, vous en avez déjà un certain nombre au fond, et certains en 2017 et 2018, parce que les 3 derniers en fait ne sont pas encore publiés. Donc on a beaucoup de chance d'avoir la lecture d'inédit ce soir. En fait, j'aime bien en général faire une lecture où il y a un seul texte, donc c'est exactement ce que je ne vais pas faire. Parce que j'avais envie, un petit peu en hommage aux étudiants ici présents, de leur, de donner à entendre l'évolution de quelque chose. Donc j'ai pris des extraits des temps d'avant, des temps à venir, enfin voilà. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est une sorte de parcours, voilà. Voilà. Ok. C'est la première et dernière fois que je vais parler sur ce ton, parce que je n'en aurai pas de nouveau les moyens. J'ai connu, à moins de 30 ans, ce que d'aucuns ignorent peut-être toute leur vie. La fête est finie. Je suis pieds nus sur le carrelage et je vais prendre froid, mais je ne peux plus me taire. Ce soir, je ne serai pas une carpe, c'est terminé. Cette nuit, je me pose comme jeu subjectif absolument, c'est-à-dire qui relève du sujet défini comme être pensant, bien que je n'ignore pas que nous sommes l'étoffe dont la société habille ses modèles. Je suis calme, et c'est nu que je marche maintenant dans les villes de mon corps découragé. J'ai vécu ce que j'ai nommé l'équarrissage, et c'est de cela dont je voudrais parler ici, le plus simplement possible et dans la plus grande nudité. Ayant essayé à maintes reprises, sans succès, de décrire par toutes sortes de formes pour la dépasser, cette Vivienza, j'en suis venue humblement à rendre compte des choses telles qu'elles ont été. Car il n'y a pas d'histoire, ni de démonstration possible. On ne peut pas produire un effet de cela. Ce n'est pas plausible. Il ne peut y avoir de projet qui raconte l'équarrissage, qui est aussi la conscience de la condamnation de tout projet. C'est donc un échec qui m'a conduit à prendre la plume de cette façon-ci et aussi nue que je puis l'être. Pour saisir ce qui me semble aujourd'hui insaisissable, je tâcherai d'avancer avec la plus grande rigueur qui me soit permise et en conséquence de ne rien laisser dans l'ombre. C'est avec une attention toute clinique que je me pencherai sur moi-même. L'honnêteté implique la contradiction. Et sachant que chercher l'effet de la cohérence est aller contre la cohérence elle-même, je m'autoriserai des propos qui paraîtront à première vue parfaitement incohérents et sans lien aucun avec le cœur de mon sujet, parce que je ne veux en rien tricher sur ce que je suis, c'est-à-dire pas grand-chose. Une particulière vision du monde qui m'est propre et qui s'achèvera lorsque mon corps décidera de mourir. J'ajouterai que je n'ai aucun désir de consolation, tant je sais qu'elle porte avec elle son lot de mensonges, ses heures d'apoplexie figée. Je précise ceci car il n'y aura dans mes propos rien qui puisse ressembler de près ou de loin à une plainte. Je ne me plains pas, quoi qu'il pourra en paraître. Je tâche de voir les événements le plus lucidement possible, tel que l'équarrissage m'a permis de le faire. Encore une chose, je suis comme chacun, c'est-à-dire ordinaire.
J'en veux pour preuve que lorsque je monte dans un bus, j'espère bien m'asseoir. Reste que c'est dans un désordre noir que me sont venues toutes ces choses. Ce désordre de la vie que j'aime en ce qu'il est vivant. C'est dans un désordre noir que je les ai d'abord notés, puis avec difficulté que j'ai tenté d'y mettre un ordre. Car je ne peux aller au-delà de la vie, de la mort seulement. Équarrissage. Et voilà, je suis née paralysée. À demi, pour moitié. C'est la médecine qui a omis de me retourner comme il faut. Paralysée pour moitié. On ne s'étonnera pas alors qu'ils aient voulu me supprimer. À ma naissance, je savais tout. J'allais tout voir, tout dire. C'est simple. Ils me tuaient ou je parlerais. Lutte à mort. Ils m'ont poussé vers les fenêtres, les fleuves, les chaussées. Ils m'ont collé des maladies saugrenues comme autant d'excréments de folie à vivre sur ma peau. La mort ou la démence. Depuis le premier jour, depuis la première heure, j'ai souhaité renverser régulièrement le monde, pour rectifier l'ordre de mes artères. Je me suis trouvée dans la pensée qu'il faut tordre la pensée vers le nord, pour calmer un peu de ce tintamarre de mes vaisseaux à sec, en haut, vers le cerveau. Tout le sang est resté dans mes nerfs. J'ai dansé dessus, dessous. Je suis l'enfant qui voit, qui sait. L'enfant témoin né la nuit dans le drame de la difformité terrorisante, du sang qui ne circulait pas, de la jambe raide, du cerveau fatigué, du bras cassé. Je suis né dans la panique parentale, cher payé. Mais la première heure a cessé du moment où j'ai commencé de la dire, et toute l'horreur noueuse qui s'ensuit. Cette heure-là est close, car j'ai résisté à tous les sortilèges. On ne m'achèvera pas les yeux gros du passé, la carcasse transie collée au radiateur. Ah, leurs paupières inquiètes abîmées dans leur peur, tout le gâchis en claque dans leur mémoire. Je suis désormais de toutes les histoires. Je suis Dieu puisqu'il m'est égal qu'il y ait un Dieu. Je suis tout le monde parce que je ne suis personne, puisque je ne joue plus aucun rôle, puisque j'ai cessé d'avoir une idée quelconque de ce que je devais être, étant ainsi enfin devenu ni l'ange ni la bête, juste gracieusement penché sur l'abîme, cet équilibre vertigineux, jubilant chaque jour avec rage d'appréhender l'infaillible de la joie. La peur, hélas, ne prendra jamais fin, si bien que les rois ont encore autant de guerres à investir que de peuples à tyranniser. Oui, mais maintenant la joie m'occupe. Voilà, c'est l'heure. La démangeaison. Oui. Et puisque ma vie n'est devenue rien d'autre qu'un torchon gorgé d'eau frappé sur une table de bois, 28 ans donc, toujours debout, avec le corps qui me travaille. J'attends le moment aigu où je ne pourrai plus rester chez moi, où il faudra sortir, aller au-devant du béton. Pourquoi faudrait-il être sage? Et aussi, puisque les hommes pensent que les femmes sont folles, et puisque la nature a fait le sexe de la femme à la taille de tous les sexes d'hommes, comment se faudrait-il limiter à un seul? Je porte en moi le poids des chairs humaines. Oui. La vie me fait l'effet d'un torchon gorgé d'eau que l'on frappe sur une table de bois. Peut-être que je n'ai jamais eu 7 ans. L'autre nuit, j'ai rêvé que vous partiez au Quech. C'était un petit pays à côté du Japon. J'aurai 7 ans demain, quand mon cou se plissera de façon désastreuse. En attendant cette heure, je suis au cœur du théorème mathématique. Les ongles poussent quand on ne les ronge pas. Je pensais à cela hier, devant le sourire terrible d'un homme en train de mourir et qui refusait que cela se vît. Un sourire un peu tremblant, humide, de biais, incertain.
Cela ne vous dérange pas que je me mette toute nue. Je me déshabillais autrefois comme un rien. J'étais belle, je crois, comme une héroïne de bande dessinée porno. Avec Patricia, l'amie, nous avions fondé le gang des petites culottes. Ah, que j'étais jeune un jour. Faut-il vraiment que je vous raconte toute ma vie? Et vous ne voulez rien voir, vraiment? J'ai si peu à vous dire. Je cherche l'avenue Richemont, s'il vous plaît. Je ne sais pas, non, cela ne fait pas longtemps que j'habite le quartier. Excusez-moi, merci. Cela s'est passé aujourd'hui. C'est moi qui ai dit merci. Je dis merci à la place des autres. Pardon, merci. Voilà donc mes conjugaisons. Je dis pardon aux tables. Excusez-moi de vivre. Cela ne prendra-t-il jamais fin? Vous savez que j'ai aimé un homme qui est arrivé un soir avec une petite morve sur la lèvre et que je n'ai rien dit. De toute notre conversation, je n'ai rien dit. Je traîne ainsi ce genre de honte par paquet de 10. Je voulais me prouver la force de l'amour, ah oui. Et c'était bien là une attitude. Il m'en a voulu parce qu'il s'en est aperçu à la fin en allant aux toilettes. Il m'a demandé « Cela fait combien de temps qu'elle est là et que tu ne dis rien ?» Depuis le début? Oui, j'ai dit la vérité. Il m'a quitté. Je le comprends. On ne peut pas faire des expériences sur les autres, ce n'est pas possible. La conversation. Elle mourrait sans doute bientôt, mais cela lui était indifférent. Assise près de lui, la tête reposant dans le triangle de son bras, appuyée sur le fauteuil, elle regardait Gokul se reposer à l'ombre. Elle aimait la présence de sa puissance mate, la grâce de sa bouche aussi parfaitement dessinée que celle des Bouddhas, avec leur indéfinissable sourire. Il lui semblait vivant comme les fleurs roses de Mosanta qui remuaient mollement dans la brise du soir, chargeant l'air d'une sensualité insupportable. Elle voyait un iguane se figer sur la terrasse et le vent emportait les nuages vers le large. Dans sa robe éclatante, le moine arrosait les palmiers dont les feuilles ondulaient. Une odeur de jasmin arrivait jusqu'à eux. Alors même la beauté avait cessé de la faire souffrir. Et c'est comme si elle plongeait dans les entrailles de la vie. Viens voir l'état divin. La phrase venait de lui revenir à l'esprit. Elle l'avait entendue dans son rêve la nuit précédant son départ vers l'Inde. Elle se laissait caresser par l'intensité de cet état, par l'ardeur du sentiment qui l'avait inondé depuis la première fois où elle l'avait vu, lui, Gokul, debout sous son torrent de pluie. La profondeur de l'élan qu'elle avait éprouvé à son égard, pour ne l'avoir jamais connu, l'avait empêché de le nommer aussi, bien que d'en reconnaître la joie pure, une joie presque rigoureuse. Enfin, elle aimait à sa manière, parce qu'à sa mesure. La paix qu'elle éprouvait de sa simple présence avait provoqué en elle la résolution d'une équation chimique insoluble, comme si son corps se fût enfin souvenu d'une combinaison de chiffres et de lettres qui en aurait libéré toute la lumière. En les regardant tous les deux, on pouvait seulement dire qu'ils s'aimaient. Qu'ils s'aimaient par-delà quelque chose, mais l'on aurait su dire quoi. Ils s'aimaient par-delà, par-delà. Et ce n'était pas que leur amour fût vivant, non. Ils étaient vivants de cet amour-là. Mais depuis quelques jours, Laura entendait comme une musique obsédante le ressac d'une voix qui ne la quittait plus. Elle entendait qu'il lui faudrait revenir, qu'il lui faudrait rentrer, que ce monde où elle trouvait enfin sa place n'était pas ce qu'il nommait là-bas en Occident le monde, la réalité, non. Cette paix nouvelle qu'elle n'avait jamais connue, qu'elle n'avait même jamais imaginé possible, elle entendait qu'il lui faudrait l'abandonner pour s'en revenir à la vie, avec sa maison, son mari, sa fille, tout ce qu'elle avait connu là-bas et qui l'avait rendue heureuse. Mais voilà qu'elle aimait d'amour. Ici, l'amour n'était plus un sentiment, mais l'état même de tout son être. Ce n'était pas seulement lui qu'elle aimait, Gokul, mais la feuille d'arbre, le grain de sable, la brise légère. Tout la remplissait et la comblait. Et son absence à lui, y compris, lui semblait ici aimable, parce qu'alors recueillie sur cette grâce qu'elle sentait monter en elle, la profondeur du sentiment qui l'habitait l'irradiait, et quelque chose en elle s'abandonnait à tout.
Peut-être même était-elle alors la conscience qui sait les noms et les formes. Et ainsi devenait-elle le buffle, les vaches imprudentes et tranquilles, la lumière dans les feuilles des flamboyants et l'enfant sur la route, la petite fille qui battait sa mère en riant, les képis rouges des policiers et l'enclume du forgeron au bout de ses bras maigres qui allaient pour soumettre le fer, la femme en sari bleu et les coquetiers géants, le sourire du jeune homme sur sa bicyclette rouillée et la lune qui se levait déjà. Elle devenait le berceau de ce mystère, toutes ses formes et la langue même pour les dire, jusqu'au désir nucléaire des étoiles. Elle le devenait aussi, chaque molécule, chaque atome de l'univers, et aussi le cadavre de la vieille femme que les hommes portaient couvert de fleurs en dansant vers le feu, et la chair écrasée sur la route, ses entrailles étalées sur la terre brûlante. C'était elle aussi, comme la main des petites filles, recouvrant leur visage pour ne pas respirer l'odeur de la charogne. Elle était tous les désirs et toutes leurs conséquences. Le serpent qui attend et celui qui se lève, le soleil qui surgit dans le ciel et les étoiles qui s'effacent. Alors, le corps de Gokul ne lui semblait pas plus son corps que le sien propre ne lui appartenait. Ils étaient, elle et lui, faits du même tissu. Un tissu dont l'éloignement d'elle ou de lui distendait seulement la trame. Elle découvrait à travers cet amour la perméabilité de la matière, comme si cette dernière se fût trouvée délivrée de ses limites, comme si le sentiment qu'elle éprouvait ou le palmier dans le vent fussent aussi bien les deux manifestations d'une même chose. Elle n'avait pas de mots pour qualifier ce lien. Seule lui venait une immense gratitude. Envers qui? Peut-être bien elle-même, pour n'avoir jamais renoncé à un tel lien. En nous, la vie est morte. En entrant, Alejandra n'a pas allumé la lampe et s'est avancée vers la flaque de lune, devant la fenêtre face à la cathédrale. Roberto l'a rejointe pour plonger son visage dans sa chevelure et effleurer sa nuque d'un imperceptible mouvement des lèvres. Cela crée en elle un frémissement qu'il perçoit aussitôt. Elle se coule derrière lui pour se protéger de la marée qui va bientôt la submerger. Le toucher plutôt qu'il ne la touche, l'ériger lui avant qu'il ne l'inonde elle. Elle glisse ses mains sous la chemise de Roberto. Ses doigts et ses lèvres courent comme de petits lièvres poursuivis par la meute du désir. On entend seulement leur souffle aux abois. Il se retourne pour lui faire face et accueillir cette façon qu'elle a de rire et de trembler. Une façon qu'il ne connaît pas et qui l'intimide. Dans sa fragilité soudaine, il voit l'incarnation d'une féminité absolue. C'est lui qui a enlevé sa chemise et maintenant il ouvre les boutons de la robe d'Alejandra, qui tape du pied en répétant tout bas « Oh mon Dieu, mon Dieu ». Ils savent tous les deux qu'ils partent pour le voyage. Ils rient encore pour reprendre leur souffle au milieu des tremblements et de la houle qui s'amplifie à mesure qu'ils la rapprochent du canapé où maintenant il la couche, mouillée entre ses cuisses, carène dont il est déjà mât, chair de poisson et humidité de tous les siècles, des mers et des forêts, biche des toujours dont il a rêvé, mais où, quand? Quand il lui touche la cuisse, Alejandra se met à frissonner en retrouvant toute cette vie dans son corps. C'est une sensualité entièrement joyeuse, celle d'un petit enfant débordé par les caresses de sa mère, une volupté pure, limpide et simple. Elle mesure en découvrant Roberto à quel point il lui a manqué. Son odeur est proche de celle de ce petit garçon aimé sur la plage de son enfance, l'été en Vendée. Quand elle la renifle à pleine narine, elle a 10 ans, et elle court sur le bord de la mer dans le soleil. Ils sont fiers tous les deux, elle avec ses nattes et lui avec ses cheveux bouclés bruns, tandis que leurs pieds enfoncés dans le sable sont les 4 racines d'un arbre unique. Mais c'est aussi bien autre chose que cela. Peut-être que c'est la première fois qu'elle fait l'amour, l'éternelle première fois. Et les voilà, un seul corps. Ils ne savent plus qui de leurs mains est à lui, de leurs jambes à elle.
Quand il pénètre dans le ventre d'Alejandra, il entre dans la matrice des toujours. C'est aussi lumineux et doux que le ventre de Unica lui semblait lourd de toutes les forces du monde, et c'est cela qu'il aimait affronter alors. Il voudrait reposer longtemps contre ses flancs, c'est ce qu'il pense. Dans ce mot-là, il y a tout l'érotisme que cette femme représente pour lui, et il ne peut y en avoir de plus grand, ce mot-là de flanc à ses yeux. Alejandra est un poisson ouvert. Dans ses mouvements, elle est douce, comme si les contours de son corps avaient été lentement émoussés par les caresses. Il n'y a rien de coupant en elle, contrairement à Unica, dont les gestes brusques, la nervosité tranchait parfois sa propre douceur. Il s'en veut de comparer, il trouve cela idiot, mais il le fait quand même. Parfois, ils se parlent sous l'eau. Ils respirent et ils parlent sous l'eau, tant leurs gestes sont aquatiques, fluides, amniotiques et sereins. Elle pense qu'elle n'a jamais connu cela chez un homme. Cette façon qui est la sienne, la leur, où rien ne heurte, où les genres se confondent en un seul. Il y a cette vérité. Elle n'a jamais joui comme ça. Il y a cette autre vérité. Il n'a jamais joui comme ça. Il y a donc cette vérité commune. Pour l'un comme pour l'autre. Il s'agit d'une première fois. Gratien soit rendu. Écrire. Je ne sais pas très bien à quoi cela tient, un écrivain. Pourquoi ni comment quelque chose en soi résiste au-delà de tout, au-delà des soucis d'argent, de la solitude, du sentiment d'incompréhension et d'inutilité qui parfois submerge, de la vanité de toute cette énergie consacrée à témoigner d'une certaine vision du monde, d'une exigence, ou plutôt d'une soif qui exige en soi. Je ne sais pas. Je sais seulement que je ne peux faire autrement, parce que autrement pour moi, c'est mourir. Je comprends si bien comment par lassitude ou épuisement, les uns après les autres abandonnent et se replient vers l'ordre de la mort. Je connais ce harassement et ce dégoût de la répétition qui vient sans cesse interroger la qualité de notre exigence et de notre dignité d'homme. Et pourtant, ce sont ces intimes fatigues, ce dégoût et ces lassitudes qui nous conduisent progressivement vers la nullité nécessaire à partir de laquelle le vivant peut nous habiter. Humblement, il m'arrive de perdre courage. Cependant, l'écriture me redresse et me tient. C'est l'unique façon que j'ai de ne pas complètement échouer à tenir cette promesse qu'est la vie, témoignant ainsi de cet absolu à notre portée qui est celui non pas seulement d'être heureux, mais vivant. Vous parlez comme quelqu'un qui a survécu à un traumatisme et vit uniquement pour témoigner, m'a dit un jour un médecin. Je témoigne de cet absolu, n'en finissant pas de survivre à ce traumatisme qu'est le monde. L'absence de sécurité intérieure où j'ai perpétuellement vécu m'a contrainte à tisser cet incroyable espace spirituel qu'est l'écriture où je peux m'en libérer. Elle m'a permis de me construire sur mes propres ruines, dont chaque fragment m'appartient. Je suis entrée dans le plaisir intense d'accéder à ma propre vérité. Je sais désormais à quel point la vérité rend heureux, et que chercher la sienne, c'est aussi dévoiler celle des autres. Écrire seul me donne la légitimité d'être. Je n'en ai aucune autre. Cette part inaltérable en moi, personne ne peut la posséder, y compris moi-même. Elle m'ouvre un accès continuel à la connaissance, qui est à mes yeux un autre nom de l'amour. Usure des jours. Dans l'extrait que je vais vous lire, je dis H, c'est pour parler de Hildegard de Bingen. Je le dis pour vous comprendre. Ce matin-là, tiède et pourtant venteux, au bord de pleuvoir, venteux pour H, au bord de pleurer, devant le saule qu'elle ne reverra plus ni le puits dans la cour. Ce matin-là, et quel vent du nord lui bat ainsi les cheveux et la cape. Un instant, les yeux levés vers le ciel, au moment de franchir le seuil, aperçut la masse sombre des arbres dans la clarté de la lumière. Octobre,
Et peut-être sont-ils immobiles, comme les nuages suspendus qui laissent passer cet éclat soudain de soleil dans ses cheveux. Et seul peut-être est-ce le vent de son cœur qui de sa peine lui bat les flancs. Un de ces matins d'octobre, comme H n'en connaîtra jamais plus, avec sa petite main de 8 années posée sur l'encolure de ce cheval qu'elle aime depuis toute sa vie. Le cheval, sa robe baie, son odeur irremplaçable, et son regard dont la douceur appelle à toute les redditions. À genoux, tant de fois s'est tenu H entre les jambes de cette masse, tendresse vivante dans l'écurie tiède, comme ce matin d'octobre où H grelotte, tandis que son autre petite main fouisse dans la robe chatoyante de sa mère, et que ses yeux brouillés cherchent le regard de sa nourrice d'amour. L'univers ne délie pas, il arrache. H le découvre. Il brise et ravage comme cet aquilon du dedans est en train de la séparer des siens, de sa mère, Mechtilde von Bernstein, dont H caresse, en un mouvement minuscule et incessant, le tissu, les nœuds de la robe ornée de fils d'or, tandis que son père, Hildebert, est déjà prêt à se mettre en route. Le voyage ne sera pas très long jusqu'à la vallée de la Nahe, où Jutta, la fille du comte von Sponheim, l'attend, retirée au sein du monastère bénédictin de Saint-Disibode, dans le diocèse de Mayence. En cette époque d'épidémie et de métamorphose dans la noblesse rhénane, on offre aisément sa dernière fille au couvent comme l'aînée à marier. Et c'est ainsi qu'offerte Ashley, en l'an 1106, à l'âge de 8 ans, à Dieu comme à un homme. L'événement a beau être ordinaire en ce temps-là. Le déchirement n'en est pas moins cruel. H ne sait pas encore que la Jérusalem céleste se bâtit avec les pierres d'un ciel sans issue, ni que l'abandon peut parfois être une preuve d'amour. Elle ignore que l'infini n'a de source que dans la limite et qu'il faut avoir clos en soi tous les rêves pour que l'absolu se dévoile. Comment pourrait-elle deviner, H, si petite, quand ce jour-là d'octobre se tressent les lettres du nom de sa nouvelle naissance et que dans cet arrachement, c'est le Christ lui-même qui prend germe dans sa terre intérieure? Comment le saurait-elle? Certes, ce n'est pas une enfant comme les autres, mais la peine, le chagrin de la séparation recouvre si intensément cette foi qui est la sienne, une foi immense, qui est sa liberté de rêver le visage de l'éternité. C'est cela la foi, et rien d'autre. Et cela, plus qu'elle ne l'a, elle l'est. H est sa foi. Non pas le prolongement d'une croyance ou d'une conviction, mais une qualité de perception qui fait de la totalité de son être une coulée de vie vivante. La clôture des merveilles. Et c'était venu petit à petit, de la honte de vieillir. Cela s'était passé à l'approche de l'hiver, alors qu'il allait fêter ses 50 ans à Chicanoyer, dans la maison du Sèvre. Progressivement, un jour après l'autre, il s'était mis à voir son visage, à en remarquer l'usure, les rides, les poches sous les yeux. Yasuki avait d'abord pensé à une dégradation de saison. L'hiver venant, le verre de whisky qu'il buvait quotidiennement pour se réchauffer, le tabac brun qu'il fumait maintenant en place du blond. Il avait songé au manque de sommeil que l'écriture de son livre avait induit, imposant un nouveau rythme qui le tenait éveillé jusque tard dans la nuit, contrairement aux années passées. Le livre, les nuits pauvres, autant de raisons dont l'usure soudaine de son visage aurait pu être le témoin. Puis, il avait compris qu'il était en train de vieillir. Et il en avait éprouvé une honte souterraine. La culpabilité terrible de n'avoir pas su préserver son propre corps du naufrage. Il avait toujours cru qu'il réussirait à se sauver de quelque chose. Il n'aurait pas su dire de quoi, mais il tenait bon. Il ne lâchait pas. Il espérait encore. À bientôt 50 ans, il n'avait renoncé à aucune de ses soifs. Il se sentait toujours vivant, en alerte, vif, malgré la guerre, les séparations, le silence, la peine et les morts. Quelque chose en lui tenait de son rêve.
Il ne s'était laissé soumettre à aucune autorité. Il n'avait pas collaboré. Il avait gardé intact son honneur et sa dignité, quel qu'en fût le prix. Et de tout cela, il tirait une forme de fierté. Et soudain, son corps venait lui rappeler avec une brutalité inattendue que tous ses efforts, cette rigueur et cette exigence qui avaient été les siennes, ne pourraient rien contre cela, vieillir. Que son naufrage serait total. Il était brusquement rendu à son humanité commune, à son impuissance et sa banalité. Il ne savait plus soudain qui il était, ce qu'il cherchait, et quel était le sens de sa vie. Tous les combats que Yasuki avait menés, toutes ces luttes étaient ramenées à d'infimes mouvements d'insectes sur la surface d'une mer infinie. Son existence, ses choix, lui semblaient n'avoir guère plus de poids que cela, les pattes d'une araignée d'eau dans la houle d'un océan d'aimant. Lui qui avait tant rêvé de se déprendre du monde, il comprenait que la vieillesse le ferait inévitablement pour lui et qu'il avait été animé d'un orgueil inouï. Aucune issue ne se présentait plus. Il en était arrivé à ce point de l'existence où il ne lui servait même plus à rien de se détruire. Il n'y avait plus qu'un seul mouvement possible, le retournement. Non plus aller vers, mais s'enfoncer. Indéfiniment s'enfoncer pour s'en sortir. Dans l'après-midi du matin de sa découverte, il sortit. Et c'est lorsqu'il vit l'arbre que quelque chose en lui céda. Les feuilles du mûrier prises dans les premiers gels de l'hiver, aussi précises, nettes et denses que des fils à soie, lui firent l'effet d'une révélation. Leur or commençait à brunir, et racornies, elles avaient été saisies à cet instant de leur vie, de la même façon que son regard l'avait découvert dans le miroir le matin même. Il sut qu'il n'arriverait réellement à rien de plus, qu'il serait lui aussi emporté. Il éprouva alors une sorte d'amour qu'il ne se connaissait pas. Prendre soin, pensa-t-il. Rien ne lui venait de plus ample ni de plus extraordinaire. Et à travers cette évocation, il lui sembla que la vie ne pouvait guère posséder un but plus noble ni une dignité plus haute. Il n'avait jamais prêté d'attention particulière à son corps, ne s'était pas soucié de l'aimer, et aujourd'hui, il se sentait honteux. Tout ce en quoi cette honte était porteuse de vie. Car c'était elle qui venait à bout de la lutte. C'était elle qui l'emmenait au plus profond et au plus noir, dans la chair corps qui ne ment jamais. Or, il voulait regarder cela de face. C'est ce qu'il pensait. Regarder vieillir de face. Assumant sa honte qui faisait de lui, pour la première fois de sa vie peut-être, un homme de tendresse. Il ramassa une feuille de mûrier sur le sol et la rapporta à la cabane. Il la posa sur la table en bois et fit réchauffer le thé sur le poêle. Maintenant, pensa-t-il de nouveau, avec la même force qui lui était venue l'instant d'avant, prendre soin. Maintenant, redescendre dans la vallée pour prendre soin. Maintenant, sortir du silence, retourner dans le naufrage du monde, le grand saccage. Lorsqu'il commença à rassembler ses affaires, il sentit qu'il allait se mettre à pleurer. Sa vie à Chicanoyer s'était déroulée avec la précision d'un métronome. Il avait pourtant eu la sensation d'habiter réellement l'imprévisible. Et voilà qu'il prenait le chemin du retour vers la vallée des hommes. Il s'assit sur le bord du lit et prit sa tête entre ses mains. Maintenant, dit-il. Maintenant. Et il s'effondra en larmes. C'est parce que l'on a beaucoup perdu que l'on peut beaucoup donner. Il ressentait ce besoin soudain de faire le bien, et qu'aucun bonheur véritable ne lui serait jamais plus accessible s'il ne participait pas à celui d'autrui. Il existe un lieu ultime où l'absence de réponse à la question qu'est notre vie devient une réponse en elle-même. Ce lieu surgit dès lors que toutes les promesses que nous avions projetées sur l'existence ont échoué. Il ne savait pas dire cette joie qu'il éprouvait, mais elle le ramenait à une multitude d'événements insaisissables dont il avait déjà pressenti l'effet à plusieurs reprises dans sa vie. La pelletée de sable, le tas de bois coupé et rangé pour l'hiver, toutes sortes d'événements insignifiants
où se mêlait le sentiment de l'ardeur à mener une tâche précise et la satisfaction pure de l'achèvement de celle-ci. Et c'est désormais sa vie elle-même, et tout entière, qui lui donnait cette sensation heureuse et pleine. Oser demander, en ayant fait le deuil de l'espoir d'être entendu. Cela pourrait peut-être se rapprocher d'aimer, pensa-t-il. Oser manifester son besoin de l'autre, cette beauté de la nécessité de se tresser au monde, et savoir que l'on sera toujours seul. Le funiculaire arriva à 7 heures. Yasuki monta en silence. « La gare » demanda le conducteur. Il fit oui de la tête. Il observa 2 hommes endormis sur leur siège et une vieille femme au fichu blanc qui mangeait des fruits secs avec une lenteur aquatique. Elle le regarda sans sourire. En s'asseyant derrière elle, tout au fond, il vit qu'à sa gauche, un petit garçon se tenait au dernier rang qui lisait un livre. « Tu t'appelles comment » demanda le petit garçon en le regardant. « Yasuki. Et toi, qui es-tu » ? « Je suis le rêveur de la terre. » Il lui tendit le livre qu'il lisait. Surpris, Yasuki le feuilleta et le lui rendit. « Pourquoi as-tu refermé le livre » demanda l'enfant. « Tu ne veux donc pas te souvenir » Lorsque le funiculaire démarra, le petit garçon se tourna vers la fenêtre. Yasuki suivit le regard de l'enfant et vit un crapaud sur le sol au milieu des arbres. Il sut avec certitude que l'animal souriait à l'enfant. Et c'est alors qu'il s'éveilla. La vie spirituelle. Haru a toujours su, avec son sourire blanc, qu'un événement plus grand viendrait à bout de la sexualité, lui qui, évidemment, était le plus sexuel de tous les hommes de la Terre. Quel est cet événement que notre amour lui enseigne ? Nous découvrons avec Haru que l'union où nous mène notre désir nous défait progressivement de notre soumission à la sexualité. Yasuki en est heureux. Il nous espère à cet endroit depuis le début, dans la plénitude du silence sexuel. On ne peut pas acquérir de se laisser défaire. À l'heure de mourir, je voudrais, Haru, que tu accomplisses le rituel des morts pour moi, que tu allumes l'autel et prononces les mots. Je m'en irai avec mes sandales d'argent dans le soleil bleu des toujours. Le passage se fait par la gorge. À tous, je dirais que j'ai aimé la vie chaque année davantage, et ce sera la vérité. Je souhaite que chacun soit habillé de blanc pour honorer ma mort, par fidélité aux eaux, car jusqu'aux eaux j'aurais désiré vivre. Un chien est arrivé hier soir au palais, qui semblait mélancolique. Je l'ai regardé longtemps, qui se tenait debout, les yeux fixés sur l'horizon. Haru lui a parlé. Il nous a rapporté que le chien est triste car il se souvient de sa vie de loup. Il trouve sa vie de chien plus intéressante, car plus proche de l'humain, mais garde la nostalgie de l'état sauvage. Haru, Yasuki et moi avons dormi dehors avec lui pour l'honorer, lui et l'état sauvage. Je crois qu'un nain est venu nous visiter. Écoute ce que Yasuki m'a raconté ce matin, dis-je à Haru en m'allongeant de tout mon corps sur le sien. Un sage se fait voler toutes ses affaires, et aux brigands qui viennent de le détrousser, il propose de les aider à porter les sacs. Déleste-moi, Haru, vole-moi tout, et je t'aiderai à porter ton trésor. Je me suis couché sur l'herbe tout en haut du parc, là où Haru avait croisé les fans la dernière fois. Et alors que je regardais le ciel, Haru s'est approché et m'a dit « Jamais ton visage n'a été plus beau. Si tu n'existais pas et que tu désirais être une femme, tu voudrais être cette femme que tu es à l'instant. » Au fur et à mesure que la nudité nous gagne, nous nous possédons nous-mêmes chaque jour davantage. Yasuki sourit à nous voir. Ce que nous gagnons en présence l'un de l'autre ne peut être perdu. C'est la force de l'amour qui nous constitue dans la chair même de notre esprit. Le monde est venu ce matin pour nous demander « Comment pouvez-vous approcher la vie d'aussi près ?»
Et nous avons eu, Haru, Yasuki et moi, la vision commune d'un animal étrange, à la fois sauvage et vulnérable, puissant et mystérieux, que nous étions seuls capables d'apprivoiser ensemble. Je connais désormais que la solitude ne s'habite pas seule. Une communauté de conscience existe, dont nous faisons partie, qui est au-delà des époques. Elle est ce pays aux frontières incertaines où séjournent tous ceux qui ont accepté de vivre la vie vivante. Parfois, avec Haru, nous partons en camion à la rivière. J'aime ses gestes antiques et spirituels, la précision archaïque avec laquelle il fait le feu, plante son couteau dans l'herbe d'un mouvement vif. Nous serons toujours plus heureux avec le temps. Je le crois profondément. Cela n'a pas cessé de se vérifier dans ma vie. Tout travaille en nous avec une telle ferveur. Lorsque nous nous sommes rencontrés avec Haru, nous étions comme deux êtres isolés que leur conscience a laissé esseler dans les terres les plus reculées de l'esprit. C'est la puissance de l'écriture que de générer ce dont elle a besoin pour s'accomplir. Notre lien a grandi dans la pulpe de mon cœur et de mon ventre, à la façon d'une poussée de racines incontrôlable. Je ne pouvais pas écrire le livre d'amour tant que je n'avais pas rencontré Haru. Peut-être est-ce là le seul livre plausible. Tous les autres ne sont que des tentatives de silence échouées sur la rive du langage. Haru, habillé de blanc, médite dans le jardin pur de notre maison de bois. Avec son visage dont la noblesse a traversé toutes les époques, il fait mémoire de toutes les vies où nous sommes aimés. Du processus implacable à l'œuvre depuis des siècles pour que nous devenions ce couple roi-reine sublime que l'homme et la femme portent en eux. La noce d'or, c'est cela. C'est entrer en vérité dans la modestie de l'amour, dans le renoncement humble qui ouvre à la royauté vivante et tendre. Nous y sommes. Maintenant, la vie advient, la vie naturelle et nue. Vivant jardin. Merci beaucoup. Tous les textes, je les enregistre, tous. Donc il n'y a pas un texte qui sort en livre qui ne soit pas passé par ma voix. Donc je les enregistre. Après je les écoute. Je les mets parfois en dormant et je m'endors dessus. Enfin, voilà. Donc toujours parce qu'en fait c'est à l'oreille que j'entends. Donc après lire ses propres textes, comment dire, c'est toujours une sorte de tension particulière, mais moi j'aime bien parce que pour moi la littérature c'est l'affaire de corps et de souffle, et donc je les vis en fait, et du coup ça a fait sens pour moi de les lire, mais je ne suis pas contre du tout si quelqu'un veut lire, quoi. Mais ouais, ça fait sens, ouais. Et donc après, vous écoutez vos textes et vous corrigez parfois? Ah, ça pas mal. Ça dure des plombs. Je réécoute et puis après je réenregistre la nouvelle version, etc. quoi. Jusqu'à ce que j'ai la sensation, en fait, d'être arrivé au bout du contrat avec moi-même. C'est-à-dire que jusqu'à... Oui, à un moment donné où je sais que je ne peux pas aller plus loin, il me faut le regard de l'éditeur avec qui je travaille, avec qui je m'entends très bien. Qui, là je dis, là j'en veux plus, quoi. Quand j'arrive à un niveau de nausée, à peu près. Là je lui dis, vas-y. Et en fait c'est très intéressant parce que on a une sorte de lien très particulier, enfin oui, un lien avec un éditeur, ça ressemble à rien d'autre qu'un lien avec un éditeur. Et parce que c'est étrange, parce que à la fois c'est une très grande intimité, d'une certaine manière. Et en même temps, ça reste, c'est pas un ami.
Enfin, voilà. Et en tout cas avec lui, moi je travaille avec lui depuis, avec Christophe Bataille, il s'appelle, depuis 2006, donc bah, ça fait 10 ans. Et c'est vraiment en le rencontrant lui que j'ai découvert qu'est-ce que c'était d'avoir un éditeur, quoi. Je me suis dit, ah oui, ok, d'accord. C'est vraiment, c'est-à-dire qu'il arrive à formuler, il y a des endroits, je suis sur un texte et je vois bien que j'arrive pas, c'est un endroit où je bute, mais je ne peux plus aller plus loin au moment où j'en suis là. Et lui, il arrive à mettre, ils sont toujours les endroits où ils sont pareils, quoi, les endroits où ça bute, et il arrive à mettre des mots en disant, oui mais là, et je lui dis, ah oui voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, après je peux reprendre, ou après parfois il peut me faire des suggestions qui ne me conviennent pas, mais on a bataillé parfois, comme son prénom familique, mais il me connaît très bien, et il sait très bien comment faut faire. Voilà. Mais on est toujours dans l'idée d'être au service du texte. Et voilà, c'est un homme, avec lui et le directeur de Grasset qui s'appelle Olivier Lerat, ce sont des hommes vraiment, enfin, c'est vraiment un bonheur de travailler avec des gens comme ça, quoi. Ils sont extrêmement droits. Ils sont au service, ils ont une très haute idée de la littérature et ils ne sont pas pris dans des choses commerciales, c'est-à-dire qu'ils savent que moi ça ne va pas être enfin, ils ont misé sur autre chose, quoi, que sur voilà, donc ça se passe bien. Il y a un respect, ils ont compris que c'était un espace pour moi de liberté absolue et que si ça ne va pas, il n'y a aucun compromis possible à cet endroit. Aucun. On peut en faire plein dans la vie, bon, mais là, nous, ouais. Donc, ouais, on s'entend bien. Moi, c'était ma première question, Laurent, justement. Les relations entre écrivain, donc éditeur. Donc, vous êtes passé de Pauvert à Grasset. Alors, en fait, non. J'ai commencé par une toute petite maison qui s'appelait Sortilège. Oui. Et après, il y a eu une sorte de... Moi, j'écrivais depuis que j'étais enfant. Ouais. Alors, personne, je ne parlais à personne. Voilà. C'était inimaginable pour moi de dire que je pouvais avoir quelque chose à dire. Donc, j'ai quand même écrit un premier texte qui a été La démangeaison, en fait, et je l'ai fait passer à quelqu'un qui connaissait quelqu'un dans l'édition. Moi, je connaissais personne. C'était une personne que j'avais rencontrée dans un café. Et alors, elle l'a fait lire, elle a dit, juste pour avoir un avis professionnel, etc. Donc, finalement, c'est sorti chez Sortilège, minuscule maison, c'était une collection intérieure d'une maison. Et finalement, après, les éditions Grasset et les Inrecuptibles ont publié un recueil de textes où il y avait, alors on est de la même génération, grosso merdo, c'était, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Il y avait Dariussec, non? Alors Dariussec, est-ce qu'elle était déjà là? Je crois pas qu'elle, je sais plus si elle était dans ce recueil, mais en tout cas, il y avait, comment il s'appelle Otozo là, qui collabore avec l'ombre, Houellebecq. Il y avait des pentes, il y avait, je me souviens plus, enfin bref, on était quelques-uns, et donc Grasset était co-éditeur de ce recueil. Et alors après, ils sont venus me voir en me disant, alors, vous travaillez sur un autre truc. Alors moi, c'était une époque extrêmement chaotique de mon existence. Mais alors moi, j'avais l'impression que tout était mauvais, enfin bon, que je me dis oui, je travaille sur un truc. Alors on m'a dit, on va vous donner un peu d'argent pour signer un contrat. Je dis non, je signe un contrat. Donc en même temps, j'ai toute seule avec ma fille qui était petite, j'avais pas un radis, c'était quelqu'un qu'on lui pense. Et je leur ai dit, ah non, j'avais tellement peur de... Bon. Alors il m'a dit, on paye pour voir. Voilà. Alors j'ai dit, bon ça d'accord. Et alors à l'époque, c'était qui dirigeait? C'était Fasquelle. C'était une sorte de... Il n'y en a plus des comme ça, quoi. Une espèce de baraque de, je sais pas combien de mètres, immense.
Il était avec des costumes rayés de mafioso extraordinaires. Il disait pas un mot. Et alors on s'est retrouvés à la librairie où il y avait cette petite rencontre pour la sortie de ce recueil. Donc il savait que j'allais finir par dire oui. Il s'approche de moi, nada ma cache, rien. Il sort une enveloppe. Ça paraît tellement dingue maintenant. Il sort une enveloppe et il me tend l'enveloppe. Pas un mot. Donc je comprends que ça doit être le contrat et un petit chèque. Je prends l'enveloppe. Rien. J'éternue. Il sort son mouchoir en blanc, impeccable. Et voilà. Il y avait son mouchoir. Et pas ça, et alors, c'était à l'époque où il y avait plus de, d'argent. Et lui, il buvait. Il adorait le vin, moi aussi. Et donc, alors il l'invitait à déjeuner et il disait pas un mot, mais c'était génial. En même temps, on buvait des vins merveilleux. Voilà, c'est toujours un peu constipant comme déjeuner, mais c'était super. Et voilà, et à partir de là, en fait, j'ai publié chez eux, parce qu'ils ont pris le manuscrit sur lequel est la conversation. Et puis à un moment donné, je suis partie, parce que c'est une femme qui est venue me chercher, qui s'appelait Marine Sell. Alors c'était pas du tout l'histoire d'argent, c'était juste parce que j'avais besoin à ce moment-là d'avoir un rapport avec un éditeur femme plus, et puis que j'étais un peu énervée à l'époque, pour pas dire énormément. Donc j'avais... tout ça n'était pas très... Voilà. Et du coup j'ai fait 2 ans avec... 2 livres avec Marine Sell. Alors chez Grasset ils m'ont dit mais alors est-ce que vous voulez plus d'argent et tout. Je disais non rien à foutre, c'est pas ça, c'est l'histoire de désir. Ils ont été formidables, ils ont été extrêmement calmes. Le directeur à ce moment-là a changé et lui il connaissait la femme avec qui j'ai été travailler. Donc il est resté assez calme parce qu'il s'est dit elle va revenir, parce qu'il la connaissait bien. Il avait parfaitement raison, moi je ne voyais rien. Et je dis non mais moi plus jamais, genre 30 balais, complètement là. Et le directeur m'a dit non je voyais pas l'avenir. Voilà, tranquille, Olivier Nora. Évidemment, je suis revenue là-bas. Quelques années après, ils m'ont accueilli les bras ouverts. Jamais ils m'ont fait rien payer psychiquement, quoi. La classe intégrale. Voilà. J'adore ça, la classe. Du coup, bah ouais, ça se passe bien. Voilà, Votre éditeur, c'est vrai. Ouais. Enfin, en fait, non. C'est pas Grasset, c'est ces 2 hommes-là. Ah, oui. Si ces 2 hommes-là se retrouvent dans une maison d'édition qui sort 2 livres par an et qui tire à 50 exemplaires, je vais avec eux. Voilà. C'est un regard, une exigence, ils ont une notion de service, quoi. C'est pas juste eux, leur gueule et eux, quoi. J'avais une idée assez élevée de l'existence et j'étais dans ma grotte. Alors comme j'ai eu de l'eczéma pendant 40 ans, on va dire que ça m'a aidé à ne pas sortir de ma grotte, si je puis dire. Voilà, je suis restée extrêmement, on va dire, peut-être un peu en retrait du monde, et puis pendant toutes ces années, j'ai écrit, j'ai aussi fait des trucs dans le monde, parce qu'il faut bouffer tous ces trucs-là. Donc, je me suis rendu compte, au fur et à mesure des années, combien l'écriture a transformé ma vie de manière stupéfiante, enfin, année après année. Et au bout d'un certain temps, j'ai eu envie parce que, ayant été hanté par le suicide pendant plus de 25 ans, et découvrant après, progressivement, à quel point la vie était encore 1000 fois plus merveilleuse que tout ce que j'avais pu imaginer et espérer, et je continue de le penser, je me suis dit, il faut quand même que je leur dise, et que c'est vraiment trop bien, et que ça, voilà. Et du coup, j'ai eu envie de créer des ateliers d'écriture pour, au-delà de mes livres, transmettre cette possibilité alchimique et puissante du verbe qui transforme littéralement l'être. Voilà, parce que maintenant, je ne sais pas comment dire, parce que moi, je peux dire que j'ai les preuves par le corps. Quand vous êtes tapé 40 ans d'eczéma, 25 ans de mélancolie, diagnostiqué bipolaire, et qu'à un moment donné, tout ça, ça s'en va, vous pouvez dire, attendez,
il y a des moments où on peut se dire je suis complètement taré parce que évidemment j'avais choisi la famille qu'il fallait pour me dire que j'étais complètement taré, mais à un moment donné on finit par se dire non mais ok, ça c'est réel quoi. C'est réel. À un moment donné moi j'ai eu de l'eczéma de pied à la tête et j'en ai plus, alors je suis pas folle quoi. Ça c'est la santé qui vient, et donc l'écriture a fait cette chose là, et du coup oui il y avait un désir de transmettre ça, et de à quel point en fait on peut, il me semble, enfin c'est l'expérience maintenant de plus en plus que j'en ai, qui est que il y a tout un travail qui peut se faire par la parole, mais il y a un endroit où on va avec l'écriture où on ne peut pas aller avec la parole. C'est-à-dire que ça touche des territoires vraiment profonds. Et voilà, du coup, et je vois après dans les ateliers, c'est beau, enfin moi ça me touche profondément quand vous êtes reconnaissant à quelque chose, à l'écriture, au verbe, de vous avoir tellement aidé, de voir que ça fait des choses sur les autres, c'est juste merveilleux, quoi. Il y en a qui viennent et puis ils changent de vie, et, enfin, ça fait des trucs, quoi. Et donc, moi c'est bouleversant de voir ça. Et donc oui, c'est une part de mon travail qu'importe, qui est aussi, et qui est aussi de venir là, par exemple, à Beaune, de leur dire, voilà, à la jeunesse, non, mais que tout est possible, quoi, que la vie, elle est juste magnifique, et qu'il faut y aller, il faut vraiment y aller, c'est juste énorme, quoi, et qu'on est vraiment auteur de sa vie, et qu'on a une puissance pour changer sa vie et changer le monde qui est inimaginable, et que c'est évident qu'il faut faire les rêves les plus grands, parce que c'est juste le minimum décent, quoi. Il faut vraiment rêver le maximum et y aller, parce que vous pouvez tout, quoi. Vous pouvez tout. Et toute la société vous dit que non, et alors, il faut que tu aies un job juteux, me disait mon père. Quand est-ce que tu auras un job juteux? Donc, non, et jamais. Voilà, je m'en fous. C'est pas ma priorité, moi. Ma priorité, c'est d'être vivante. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme vivant? Une femme vivante. C'est quoi être une femme? Putain. Voilà, moi c'était... Ça faisait partie de mes questions, parce que j'étais une femme. Mais voilà, tout ça, c'est vous dire que il faut que vous y alliez à fond. Vraiment, il n'y a pas d'économie possible, vous n'allez pas vous occuper de votre retraite, de votre épargne, je veux dire, ça n'est pas raisonnable. Il faut vous occuper juste de la vie. Il sera temps de mourir quand vous serez à l'heure de mourir. Mais en attendant, on est là, il faut être vivant, quoi. Et puis c'est notre job, quoi. On est là pour être heureux, vivant, et pour témoigner justement de cette chose immense qu'on porte. Donc, et c'est la guerre, quoi, parce que ça rigole pas du tout autour, là. Ils veulent tous nous annihiler, hein. Je veux dire, tablette, il faut tout déconnecter. La première chose, à la base, vous jetez vos télévisions si vous en avez. Je veux dire, c'est la base. On est en lutte, en guerre, ça rigole pas. Il faut vraiment... Non mais c'est vrai, je le pense profondément. Je veux dire, quand on voit ce qui se profile, voilà, moi on va traiter terroriste parce que chez moi il n'y a pas de jeux vidéo, les pauvres enfants vont être traumatisés, et bien tant pis, voilà, ça a l'air d'aller en même temps, ils n'ont pas l'air complètement trauma. Pas pour ça en tout cas. Après s'ils ont d'autres aussi, ils vont les faire. Voilà. Ma fille est fait psycho quand même, donc, au Canada, donc je ne suis pas dupe. Elle a quelques paquets, elle aussi. Voilà, mais ouais, il faut se réveiller sévère, quoi. Hein. C'est clair. Et il ne faut rien écouter que votre instinct, votre intuition. Tout le monde, on vous dira, ah ben non, c'est pas possible, gna gna. Voilà, vous avez un Samuel qui est vivant, putain, c'est génial d'avoir un directeur comme ça. Voilà, qui est free, je sais, c'est... Ouais, bien, tout n'est pas... Il faut faire péter les formats, c'est la base. Sinon, il y a que des normopathes, c'est atroce. Voilà, c'est une maladie, la normalité. Il faut rentrer dans votre singularité, dans votre sensibilité, C'est tellement... En fait, en plus, ce qui est dingue, c'est que plus on risque, plus on y va, plus la vie vous le rend.
c'est impressionnant, quoi. Vous lui donnez ça, elle vous file ça. Je veux dire, c'est ouf. C'est juste magnifique. Mais, comment dire, il faut être prêt à risquer. Voilà. Alors parfois, on a... Ça, il y a des soirs où on a un peu froid, ça c'est vrai. Mais de toute façon, même ceux qui sont au chaud derrière leur tablette, ils ont froid aussi. Alors autant avoir froid pour de bonnes raisons. Et puis de toute façon, pour faire quelque chose, il faut beaucoup d'énergie. Donc autant faire les choses dont vous avez envie. C'est-à-dire les choses, vous êtes dit non, moi jamais, c'est pas possible. Et bien c'est justement celle-là qu'il faut aller faire. Parce que c'est ça qui compte. C'est que à la fin, j'aime bien cette petite histoire juive où c'est, on dit à la fin, on ne demandera pas pourquoi n'as-tu pas été Moïse, on te demandera pourquoi n'as-tu pas été Alice. Voilà, la seule chose c'est d'être qui vous êtes. C'est comment il s'appelle l'autre, Henry David Thoreau, qui disait si je ne suis pas moi, qui le sera? Eh ben oui, nobody. Donc au boulot. Ouais, c'est clair. Mais du coup, je savais quelle était la question. Et vous-même, Laurence, vous avez écrit, moi je l'ai lu sur votre site, puisqu'il a été publié, mais en tout cas je l'ai revu sur votre site, oui. Vous avez écrit un très beau texte autour de cet écrivain. Mais l'éditrice m'avait un petit peu énervée, et du coup, en fait, j'ai mis sur mon site. Oui, sur votre site. Parce que normalement, on n'est pas du tout correct. Mais bon. En tout cas, c'est un très beau texte autour de cet écrivain femme russe qui a une vie difficile. Mais c'est pareil, une énergie absolument incroyable. Un petit peu difficile, mais elle s'est pendue finalement, donc c'est pas très bien terminé son affaire. Mais alors, pour moi c'était important ce texte parce que... alors oui, c'est un poète, c'est une poétesse vraiment remarquable, et il y a un livre qui a été publié qui s'appelait Vivre dans le feu et qui a été une sorte de... comment dire, elle a eu un travail énorme parce qu'elle a énormément écrit de courriers, de lettres, voilà. Et il y a eu un travail énorme qui a été fait pour faire une sorte de condensé de ce truc-là, parce que sinon ça aurait été par Todorov. Et c'était intéressant pour moi d'avoir un tel écho avec cette femme par rapport dans ce que je ressentais, etc. Mais de choisir, comment je pourrais exprimer ça? C'est le moment, quand j'ai écrit cette lettre à Marina Tsvetaeva, c'est le moment où j'ai choisi quelque chose, je pense, profondément, ou vraiment en profondeur, qui avait à voir avec la vie et la joie. Parce qu'elle, alors elle vivait dans une époque vraiment difficile, puisque... déjà. Enfin, elle s'est tapée après la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, les autres, là, les cocos en Russie, etc. Enfin bon, elle a, la guerre, ça, son histoire est tragique. Mais il y a un moment donné, chez elle, où il y a une complaisance dans la souffrance. Avec le côté... comment je pourrais dire, incompris, poète maudit, etc. Voilà. Et qui fait que progressivement, c'est très subtil l'endroit où où on voit, c'est vraiment très délicat, les choix qu'elle fait ici ou là induisent finalement cette espèce de chute qui est la sienne dans l'ombre, quoi. Elle est progressivement bouffée, dévorée par quelque chose de l'ordre d'une exaltation par rapport à la poésie, par rapport à la littérature. Vous voyez, mais je comprends parce que moi j'étais un peu comme ça. Comment je pourrais... ben oui, on évolue, c'est souhaitable. Mais alors j'avais des drapeaux comme ça, vachement de... Ah, le vert, voilà, comme ça. Mais en fait, je suis encore habitée de cette chose-là, mais pas de la même manière, parce qu'à un moment donné, on peut même être heureux, en plus. Voilà. Et ça, c'est un endroit où Tsvetaeva, elle reste dans une douleur, dans un malheur qui était contextuel, évidemment, mais pas seulement. Parce qu'on a toujours le choix. Et du coup, je pense que c'était une façon pour moi de me décoller d'une chose, et qui était aussi, comme par exemple dans Grâce leur soit rendue, il y a un personnage qui s'appelle Unica, qui est un
personnage qui a été très important pour moi, qui est dans ce livre, tous les prénoms sont en lien avec des écrivains que j'ai aimés, pour leur rendre hommage, et merci d'avoir été là, sinon j'aurais eu du mal. Et Unica, c'est en hommage à Unica Zürn, qui était la compagne de Hans Bellmer, qui a écrit des livres, pas beaucoup, mais des livres qui m'ont marqué à l'époque, et qui s'est jeté par la fenêtre. Et dans le livre, j'ai décidé que Unica allait se suicider. Ce qui était pour moi une responsabilité, c'est grave comme responsabilité de décider qu'un personnage se suicide, d'autant que c'était un personnage très vivant et qui défendait les choses, et je me disais merde, alors si je... Voilà. Mais en fait, parce que quand vous prenez un personnage vivant et que vous le faites se tuer, ça conforte tous les normopathes dans l'idée de ne pas sortir de leur petite ornière. Parce qu'ils se disent, bah oui, sinon moi aussi je vais finir comme des cartes, restons au chaud. Donc, c'était une responsabilité importante, et justement j'explique dans le livre pourquoi elle se suicide. Et c'est pour ça qu'après j'ai fait intervenir Alejandra, parce que elle c'est la tranquille, Elle n'est pas tranquille, mais elle arrive à vivre. Et pour moi, Unica, je l'ai suicidée à ma place. Voilà, je me suis dit, à partir du moment où tu suicides Unica, alors après, c'est pas possible. Et dans le texte de Marina Tsvetaeva, c'était une sorte de manifeste public, comme je ne peux pas trahir le père, parce que lui ne m'a jamais trahi. C'était une sorte de manifeste public, donc c'était un engagement fort pour moi que je ne me suiciderais pas. Et je vais tâcher de tenir cette affaire. Et donc, voilà, Unica a servi à ça, et du coup, voilà, ça dégage l'espace pour autre chose, comme la vie par exemple. Mais ouais, c'était un personnage que j'ai été heureuse de quitter. Voilà. Toutes ces femmes que j'ai bien connues, et que ça m'a tourmentée. Voilà, c'est... Et en fait, il y a une chose possible qui est qu'on n'est pas obligé d'être malheureux. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on aime, et être heureux, être vivant, et on n'est pas obligé de morfler comme des bêtes, voilà, en se disant, et d'avoir des destins tragiques. C'est possible, voilà, que par exemple Artaud, des gens comme ça, enfin plein de gens, voilà, qui ont déployé des textes, moi, qui m'ont vraiment aidé à vivre. Il y en a beaucoup où l'énergie, finalement, n'a pas trouvé à se canaliser, n'a pas trouvé son issue. Moi, je crois que les gens qui se suicident sont vraiment des gens qui ont un désir de vivre énorme et une idée de la vie sublime, quoi, et qu'ils ne peuvent pas vivre dans ce truc trop petit, sa chose toujours trop petit, c'est ça le problème. Et effectivement, il y a des pieds qui chaussent du 52, ils ne peuvent pas rentrer dans le 37, c'est impossible. Et quand on nous propose du 37, comme non, c'est pas possible. Quand on chose du 52, on chose du 52, il faut le reconnaître. C'est ni mieux ni moins bien, c'est différent. Et voilà, et donc du coup, je sais plus ce que je veux dire. Qu'est-ce que je disais? Il y avait l'exutoire. Que Il y avait l'exutoire. Oui, voilà, merci. Qu'il y a, je pense, toujours la possibilité. Après, comment ça se passe, c'est sérieux, comment ça marche, la conscience, tout ça, mais je pense que tous ces êtres comme ça qui bifurquent vers la folie, vers c'est des moments où l'énergie, et ça tient parfois à pas grand chose, quoi. Mais la vie, elle va vers la vie, quoi. Enfin, c'est sûr, vers la joie, profondément. On est fait pour ça. On est vraiment fait pour ça, c'est sûr. Ça veut pas dire qu'on est là au pays des bisounours, hein. On est bien d'accord. La joie, c'est pas un truc de bisounours. C'est pas sucré. C'est un truc d'une intensité profonde, et ça veut dire qu'on embrasse l'ombre avec. C'est-à-dire tout merdier aussi. Mais à partir de là, embrasser la vie à partir de notre propre ombre et décider à partir de ça, de choisir la joie, ça a du sens. Parce que les bisounours, ils veulent rien voir en se disant non mais je me souviens d'une ex-belle-sœur qui me disait, elle travaillait chez Walt Disney en même temps. Elle me disait, mais non, en fait l'ombre n'existe pas, c'est toi, tu vois. Et ouais, bon, bah non, si, ça existe. Elle me disait, mais moi j'ai pas d'ombre. Ah oui, bah écoute, Mickey, voilà. Donc c'est pas, voilà, et c'est pas possible, non. Il y en a de l'ombre. Tout le monde en a de l'ombre. Et c'est vraiment
aller la visiter, aller la rencontrer, c'est la base de chez la base, quoi, pour pouvoir s'en sortir, aller vers la lumière. Donc, c'est un job. Bien sûr, ça prend du temps, bien sûr, il faut avoir envie. Voilà, moi j'ai publié pendant combien 20 ans des livres sous le prénom de Laurette. Bon, bah, moi je savais rien, je voyais rien, tout allait très bien, quoi. Bon, et puis un jour, c'était le moment que je me réveille à cet égard, voilà. Et donc, faut aller voir. Alors après, on m'a dit, non, enfin, tu plaisantes, tu vas pas publier tes livres sous le nom de Laurence maintenant, parce que, enfin, je veux dire, c'est déjà tellement difficile pour que les gens se souviennent d'un prénom, d'un écrivain, tu vois. On ne peut tellement pas exister déjà dans ce monde médiatique, tu vas pas... C'est un suicide littéraire, m'a-t-on dit. J'ai dit, mais j'en ai rien à foutre. Voilà, si, moi ça n'a plus de sens pour moi, alors c'est Laurence, et puis voilà, et puis si ça va pas, moi ça me convient. Donc voilà, c'est important de suivre la vérité de son être profond. Et c'est jamais anodin quand on ne porte pas son prénom. Maintenant, j'en suis sûre. Oui. Mais bon, ce sont des expériences riches. Hein? Est-ce que vous voulez... Non, moi je pense à quelque chose, Laurence. Il y a 2 de vos héroïnes, je ne sais plus dans quel ouvrage exactement, qui s'appelle Irène. C'est pas par hasard, non? Non, mais alors ça, c'est vraiment un hommage à... Irène, c'est un hommage à un personnage de Paul Gaden, qui est un écrivain bien oublié de nos jours. Alors que, voilà, pourtant il a écrit des grandes choses, dans un livre qui s'appelle La plage de Scheveningen, et que j'ai énormément aimé il y a longtemps. Et c'était un clin d'œil, mais je crois que les livres sont faits que de ça, quasiment. Des clins d'œil pour dire un petit signe à un écrivain qu'on a aimé, ou dire à quelqu'un qu'on l'aime, des petits trucs, il n'y a que lui, il n'y en a qu'un lecteur qui va savoir, mais c'est pas grave. Voilà, je crois que c'est des façons pour moi en tout cas ça a été, et c'est toujours une façon de communier avec celui qui lit, comme quand je lis, moi, j'ai parfois beaucoup plus d'atomes crochus avec Dostoïevski qu'avec la majorité de mes contemporains. Et ça veut dire qu'on a des amis à l'infini, quoi. C'est génial. En fait, même si on est tout seul, toujours jusqu'à la fin de sa vie, eh ben, il y a l'infini des possibles d'une intimité à rencontrer. C'est ça qui est incroyable avec la lecture, quoi. Vous rentrez dans l'intimité de l'autre et il vient chez vous avec douceur. Même si le livre se coupe, la lecture, c'est que c'est une liberté extraordinaire. On n'est plus, c'est fini, quoi. Dès qu'on aime lire, on n'est jamais seul, jamais. Enfin, en tout cas, on peut partager cette chose-là. Voilà. Vous aviez d'autres remarques avant le verre de l'amitié qui nous attend? Dans Laurette, vous écrivez la chose suivante: aller au bout de soi-même, c'est se mettre à nu, c'est advenir au point de disparaître. Toutes nos vies ne sont que cela, une entreprise de disparition. Écrire, c'est exister dans la disparition. Ça me fait plaisir que vous choisissiez ce passage. Ah oui. Je peux vous dire. En tout cas, en fait, quand on arrive à disparaître le plus possible, quel espace il y a pour l'amour et la rencontre avec l'autre. Non, voilà, je sais pas. En tout cas, ça me touche que vous ayez lu ça. Je vous remercie.